Bien, écoutez, bonjour. Je débute le cours qui est la suite du cours d'hier. Hier, c'était les lipides, mais du côté lipogénèse. Comment les cellules euh, synthétisent-elles des lipides, notamment des acides gras et des triglycérides, qui est la forme de stockage, en tenant compte d'une part de l'alimentation et d'autre part des voies métaboliques internes et spécifiques à chaque type cellulaire. Dans le cas de la lipogénèse, on s'était intéressé spécialement un petit peu à l'entérocyte et à l'adipocyte, mais surtout à l'hépatocyte. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'utilisation des lipides, parce que l'intérêt des lipides est surtout un intérêt énergétique. Je veux dire par là que dans des situations de besoin énergétique, par exemple quand il n'y a pas d'apport alimentaire, en situation de jeûne par exemple, ou de carence alimentaire, eh bien, l'organisme va aller chercher l'énergie dont il a besoin, qui est essentielle à sa survie, dans les lipides. Et pour cela, il va devoir dégrader les triglycérides en acides gras et ensuite oxyder les acides gras. Et c'est l'oxydation des acides gras qui sera la principale source d'énergie, alors que dans des conditions où il y a une alimentation convenable, la source primaire d'énergie va être essentiellement le glucose et les glucides en général. Alors, je vais vous parler un peu de lipolyse, de bêta-oxydation des acides gras, de cétogénèse et pour terminer, je parlerai un petit peu des lipoprotéines. Bon, ici, vous avez un schéma qui est très simple, qui vous donne la balance entre les triglycérides. Vous vous rappelez, c'est ce triple ester acide gras au niveau du glycérol phosphate. Les triglycérides, balance entre les triglycérides et les acides CoA. Quand les triglycérides subissent la lipolyse, eh bien, les triglycérides vont libérer du glycérol et des acides gras libres. Le schéma inverse, ce qu'on a vu hier, c'est que les acides gras, mais qui sont toujours sous forme activée, c'est-à-dire sous forme d'acyle coenzyma, par exemple du palmitoyl coenzyma, eh bien, eux peuvent être associés à du glycérol pour donner des triglycérides. Partant des acyl-CoA, on a la flèche rouge correspond à l'oxydation. Les acyl-CoA vont être dégradés. Par exemple, un acyl-CoA qui a 16 ou 18 carbones, c'est le plus fréquent, eh bien, va être dégradé en unité de 2 carbones, c'est-à-dire la forme acétyl-CoA. Ça, c'est l'acétate, toujours associé au coenzyma. Et cet acétyl-CoA, c'est lui qui sera en fait le véritable donneur d'énergie, parce que cet acétyl-CoA, il va principalement entrer dans le cycle de Krebs et permettre la dégradation complète et la libération des carbones sous forme de CO2. La voie inverse, bien sûr, c'est qu'on a vu hier, c'est acétyl-CoA donne acyl-CoA, ça c'est la lipogénèse. Alors, aussi un petit schéma sur la régulation de l'oxydation des acides gras et de la cétogénèse. Ici, on a opposé ou mis ensemble deux types de cellules, les adipocytes qui stockent les graisses. Les adipocytes vont être le lieu quand il y a besoin d'énergie, et ça, il y a une régulation pour ça. Il y a une mise en avant des effecteurs qui vont commander la lipolyse. Et dans le cas particulier, il s'agit principalement du système orthosympathique. Vous savez que la lipolyse, c'est une dégradation des triglycérides d'un acide gras. Et ça, il y a un signal hormonal ou neuro-hormonal qui va activer cette lipolyse. Les acides gras passent dans la circulation. Ils sont transportés par des protéines de type albumine qui vient du foie. Et ensuite, ces acides gras, eh bien, ils peuvent entrer dans l'hépatocyte. Et les acides gras dans l'hépatocyte sont pris en charge toujours par une protéine qu'on appelle la FABP, c'est Fatty Acid Binding Protein. Et ces acides gras vont être activés sous forme acylcoenzyma. Et ensuite, ils ont plusieurs devenirs. Il est possible que dans certaines situations, les acyl-CoA se réassocient à du glycérol et redonnent des triglycérides. Ça, c'est une situation où les besoins d'énergie ne sont pas très importants. Mais quand il y a vraiment un besoin d'énergie important, eh bien, ce qui va se passer, c'est que les acyl-CoA vont être présents dans la mitochondrie et là, ils vont subir une dégradation qu'on appelle la bêta-oxydation. Et au final, les carbones des acides gras vont se retrouver dans le cycle de Krebs
Une autre possibilité, c'est qu'une partie des acylcoenzymas soit transformée en corps cétonique, qui est une forme de dégradation partielle des acides gras. Ce n'est pas une forme de dégradation complète. Alors, je reviens au niveau de l'adipocyte. Quand on est à jeun et qu'on a des besoins énergétiques, par exemple une certaine activité physique à faire, eh bien, l'organisme a prévu d'activer la lipolyse dans les adipocytes. Et dans les adipocytes, le signal, ça va être les catécholamines, principalement la noradrénaline. Et ce neuromédiateur va être libéré à la surface des adipocytes et il va interagir avec des récepteurs, je vais y venir dans une seconde. Et la conséquence de ça, c'est que les catécholamines vont activer, vous connaissez cette enzyme, l'adénylate cyclase, ce qui va permettre la production d'AMP cyclique à partir d'ATP. Et dans ce cas-là, l'AMP cyclique va ensuite activer une kinase, qui est la protéine kinase A, en vérité. Et cette protéine kinase, elle va agir sur la lipase et elle va phosphoryler la lipase. Vous voyez, c'est le contraire d'hier pour l'acétyl-CoA-carboxylase. Vous voyez qu'ici, quand on kinase la lipase, c'est-à-dire quand on la phosphoryle, quand on a une lipase phosphorylée, elle est active. Quand la lipase n'est pas phosphorylée, elle n'est pas active. Il y a beaucoup, je répète, mais c'est très très fréquent que les enzymes existent sous deux formes, une forme activée, une forme inhibée. Et souvent, le lien, c'est une phosphorylation ou une déphosphorylation. Ici, c'est une phosphorylation. Le cas inverse, c'est que la lipase phosphorylée peut subir, dans certains cas, l'activité d'une protéine phosphatase. Donc, il y a déphosphorylation de la lipase et la lipase déphosphorylée n'est pas active. Mais en tout cas, quand la lipase phosphorylée est active, eh bien, cette lipase phosphorylée, elle va dégrader les triglycérides en monoacylglycérol. Et ensuite, il y a une autre lipase qui intervient et ça donne des acides gras et du glycérol. Le but, la fin de la réaction, c'est quand une molécule de triglycéride est hydrolysée, elle libère une molécule de glycérol et 3 molécules d'acide gras. Cet acide gras, bien sûr, il va ensuite servir aux tissus qui ont besoin d'énergie, puisque les acides gras représentent la source énergétique. Un petit mot, c'est un peu de détail, ce sont des schémas que peut-être vous avez déjà vus dans des cours sur l'endocrinologie, dans des cours de pharmacologie, etc. Ici, ce qui est expliqué, c'est le mode d'action des catécholamines. Vous savez que les catécholamines sont des neuromédiateurs importants. Alors, il y a des catécholamines circulantes qui viennent des surrénales, de la médullosurrénale. Et puis, il y a surtout les catécholamines qui sont libérées par les fibres nerveuses à la surface des cellules. Les catécholamines peuvent interagir avec plusieurs types de récepteurs. Un type de récepteur très important, c'est le récepteur bêta-adrénergique. L'exemple type de récepteur bêta-adrénergique, c'est le récepteur bêta du cœur, qui est responsable de l'activation cardiaque, l'effet inotrope et chronotrope. Ça, vous le savez sans doute. Mais ici, je ne parle pas spécialement des cellules cardiaques, je parle plutôt, par exemple, d'un adipocyte. Et vous voyez qu'il y a une liaison à un récepteur, ensuite il y a une protéine G qui intervient. Tout ça est couplé à une cyclase et la conséquence de ça, c'est une production d'AMP cyclique. L'AMP cyclique va ensuite activer une protéine kinase, AMP cyclique dépendante, et la sous-unité catalytique de la protéine kinase va provoquer la phosphorylation de la lipase. On vous précise ici que c'est sur les radicaux sérine, tréonine. Bon, ça c'est un détail. Voilà. Donc ça, c'est le mode. Ça se produit par exemple au niveau d'une cellule, de toute cellule qui reçoit des catécholamines et qui est équipée en récepteur bêta-adrénergique. C'est le cas aussi des adipocytes. Ça explique la lipolyse. Vous avez une autre situation, c'est le récepteur alpha-adrénergique. Le récepteur alpha-adrénergique, c'est très différent parce que ce que font les catécholamines, c'est qu'elles interagissent avec un récepteur alpha-adrénergique pour les cellules qui ont des récepteurs alpha. Et il y a interaction avec une protéine G inhibitrice. Et il y a une inhibition de la cyclase. Et dans ce cas-là, il y a une diminution de l'AMP cyclique. Et vous voyez que dans ce cas-là, si vous prenez des adipocytes qui ont des récepteurs alpha, on va avoir une inhibition de la lipase. Alors en vérité, au niveau des adipocytes, il y a les deux types de récepteurs. Mais il y a des adipocytes qui ont surtout de récepteurs bêta et qui vont surtout faire de la lipolyse en réponse à une arrivée de catécholamines. Et il y a des adipocytes qui ont une concentration de récepteur alpha qui n'est pas négligeable. Et dans ce cas-là, on aura une inhibition de la lipolyse. Vous voyez que ça n'est pas si simple que ça. Mais en tout cas, à jeun, l'effet majoritaire est un effet catécholamine sur les récepteurs bêta et ça active la lipolyse par l'activation de la lipase. Ici, juste simplement parce qu'une hormone qui est très importante en bioénergétique,
en métabolisme, en voie métabolique et catabolique, etc., et anabolique, c'est l'insuline. L'insuline, c'est une hormone de synthèse, c'est une hormone qui va favoriser le stockage des graisses, c'est une hormone qui va favoriser la synthèse des protéines, etc. Et ce qui est expliqué ici, c'est que, par exemple, quand vous pouvez avoir des cellules qui ont des récepteurs pour les catécholamines, mais on vous explique ici que l'insuline, elle agit sur d'autres récepteurs qu'on appelle le récepteur de l'insuline. Vous voyez, c'est ce qui est inscrit en bleu. Et la conséquence de ça, c'est une activation de différents facteurs. Là, on est dans les voies de signalisation. Et c'est rapidement extrêmement compliqué. Parce que souvent, les voies de signalisation mettent en marche une dizaine, une vingtaine, voire beaucoup plus que ça, de facteurs qui, les uns à la suite des autres, vont s'activer ou s'inhiber. Dans ce cas-là, il y a un effet sur une protéine qu'on appelle AKT. Et la conséquence de ça, c'est ce que fait l'insuline principalement, c'est qu'elle va activer une enzyme dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, elle était indiquée PDE. PDE, c'est la phosphodiesterase. La phosphodiesterase, ce qu'elle fait, c'est qu'elle transforme l'AMP cyclique en AMP. Elle fait le contraire de l'adénylate cyclase qui, elle, transforme l'ATP en AMP cyclique. Et vous voyez que si vous activez la PDE, vous diminuez le taux d'AMP cyclique. Donc à ce moment-là, vous allez inhiber la lipase quand vous avez affaire à des cellules qui ont une lipase. Voilà quelques informations. Alors, différents sites de régulation du métabolisme des acides gras dans le foie. Si vous prenez une cellule hépatique, eh bien, vous avez les acides gras associés à de l'albumine dans la circulation. Ces acides gras vont être transportés et vont entrer dans l'hépatocyte. Il y a une protéine qui intervient qui est FATP ou CD36, c'est Fatty Acid Transport Protein, c'est protéine de transport des acides gras. Les acides gras, une fois entrés dans l'hépatocyte, sont à nouveau pris en charge par une protéine. Les acides gras ne peuvent rien faire sans protéine. Donc, ils sont pris par la FABP. Et la conséquence, le devenir des acides gras possible, c'est des acyl-CoA qui peuvent être estérifiés en triglycérides ou aussi en phospholipides. Je n'ai pas parlé des phospholipides, mais vous savez que les phospholipides, c'est une forme importante de présence des acides gras. Et il y a de nombreux types de phospholipides, et vous savez que la fonction des phospholipides, c'est essentiellement d'être des composants membranaires, mais ce n'est pas seulement ça. Donc ça, c'est la synthèse. L'acide gras va donner naissance à des phospholipides ou à des triglycérides. Ça, c'est la voie d'estérification. Ensuite, en bas, vous avez l'oxydation. Ça, c'est ce qui se passe, c'est ce qui va être privilégié quand il y a besoin d'énergie. C'est à jeun. Et dans ce cas-là, les acyl-CoA vont entrer dans la mitochondrie. Et dans la mitochondrie, ils vont être dégradés en acétylcoenzymat. C'est ce qu'on appelle la bêta-oxydation des acides gras. On appelle ça bêta-oxydation parce que la dégradation commence par le carbone bêta de l'acide gras. Et ça donne des acétyl-CoA. Donc on passe par exemple d'acyle, par exemple 18 ou 16 carbones, selon que c'est du palmitate ou de l'oléate ou des choses comme ça. Et on arrive à des molécules à 2 carbones, acétylcoenzymat. Et ces molécules d'acétylcoenzymat, soit elles vont, par le jeu du cycle de Krebs, elles vont disparaître sous forme de CO2. C'est le CO2 que nous éliminons quand nous dégradons entièrement une molécule d'acide gras ou bien de glucose. Mais une partie des acétyl-CoA peut donner naissance à des corps cétoniques. Et ça, c'est ce qui va se produire quand il y a une très forte dégradation des acides gras et quand l'organisme n'a pas le choix que de solliciter au maximum ses réserves lipidiques et ses acides gras pour trouver de l'énergie. Et ça correspond à des situations pathologiques un peu particulières. Une situation à laquelle on peut penser tout de suite, évidemment, c'est le diabète. Je parle du diabète sucré, le diabète de type 2. Dans le cas du diabète de type 2, l'insuline ne peut pas agir normalement et le glucose n'est pas utilisé comme il le faudrait. Ce qui fait que l'organisme, dans ce cas-là, n'a qu'une solution, c'est de trouver l'énergie dans les acides gras. Et donc, il va bêta-oxyder les acides gras dans ses mitochondries et il va trouver de l'énergie. Mais en même temps, s'il oxyde très fortement ces acides gras, la voie de bêta-oxydation peut être relativement saturée et une partie de l'oxydation des acides gras sera partielle et va donner naissance au corps cétonique. Et c'est ce qui explique les cétonémies que l'on voit chez les patients diabétiques. Je vais y revenir. Alors, tout à l'heure, je vous disais simplement que les acides gras entrent dans une cellule. Vous voyez, c'était la diapo précédente. Et dans la mitochondrie, je fais acyle-CoA entre dans la mitochondrie et on trouve acyle-CoA à l'extérieur, acyle-CoA dans la mitochondrie. En vérité, il n'y a pas un passage direct de l'acylcoenzymat. Il se trouve que le complexe acylcoenzymat est gros
et il est assez peu soluble dans la membrane et il ne peut pas traverser la membrane. Et donc, la nature a inventé un système un petit peu sophistiqué qui est l'intervention d'un transporteur ici qu'on appelle la translocase et l'intervention de deux enzymes, une qu'on appelle la CPT1, l'autre qu'on appelle la CPT2. CPT, ça veut dire carnitine palmitoyl transférase. Et vous voyez que quand des acyl-CoA sont là, alors ils sont ici, c'est l'espace intermembranaire. Hein. Ce qui est important là-dedans, c'est de voir la géométrie de la situation. C'est-à-dire que vous avez la membrane externe des mitochondries et la membrane interne. Et ce qui est important se passe entre les deux. Vous voyez que l'acyl-CoA peut traverser la membrane externe, qui est très poreuse, qui laisse passer des molécules même de grande taille. Et l'acyl-CoA, ensuite, ne peut pas aller dans la mitochondrie en traversant la membrane interne. Ce qu'il fait, cet acyl-CoA, c'est qu'il doit donner son coenzyme et il doit fixer un dérivé carnitine. La carnitine, c'est une petite molécule de 7 carbones et 15 atomes d'azote qui est dérivée du métabolisme de la lysine et de la méthionine. Et cette carnitine, elle est naturellement produite par toutes nos cellules, notamment par les cellules musculaires. Et la carnitine, elle va remplacer le coenzyme au niveau de l'acide gras. Ce qui fait qu'après action de la CPT1, au lieu d'avoir une acyl-CoA, on a un acylcarnitine. L'intérêt de faire ça, c'est que l'acylcarnitine, lui, ensuite, il peut traverser la membrane par l'intermédiaire d'un transporteur qu'on appelle la translocase. Et donc, vous voyez qu'on part d'acyl-CoA, on change pour devenir un acylcarnitine. L'acylcarnitine entre, et ensuite, au niveau de la face externe de la membrane interne des mitochondries, vous avez une deuxième enzyme, la CPT2, carnitine palmitoyl transférase de type 2. Cette CPT2, ce qu'elle fait, elle fait le contraire de CPT1. C'est-à-dire qu'elle va enlever le dérivé carnitine et elle va fixer un dérivé coenzyme. Et donc, vous voyez qu'au bout du compte, on part bien d'acyl-CoA qui sont à l'extérieur de la mitochondrie. Ils sont dans l'espace intermembranaire et ensuite l'acyl-CoA est bien dans la matrice mitochondriale. Simplement, ce que je vous ai donné ici, c'est un peu le détail de ces différents passages. Il faut passer les deux membranes, hein, il faut traverser l'espace intermembranaire. Vous voyez, c'est un peu compliqué, mais ça marche très bien et bon, c'est magnifique. Moi, je trouve ça très très beau. Les acyl-CoA, ensuite, ils vont, alors on schématise ces petits disques pour parler de bêta-oxydation. La bêta-oxydation est une réaction qui va enlever à chaque tour, en quelque sorte, 2 carbones qui vont donner naissance à de l'acylcoenzyme. Et au bout, on retrouve les 2 carbones de l'acétate fixés au coenzyme. Et cet acétylcoenzyme, il va soit entrer dans le cycle de Krebs, soit il va donner naissance à des corps cétoniques. Donc ça, c'est la même chose que la diapo précédente, il y a simplement un peu plus de détails. Et ça, c'est très important parce que ces deux enzymes vont avoir des effets régulateurs très importants. Alors, la bêta-oxydation mitochondriale, on ne vous demande pas de la connaître. On ne vous demande pas de connaître chacun des intermédiaires, etc., etc. Simplement, ce qui est expliqué ici, vous voyez, c'est une réaction un peu compliquée. La bêta-oxydation, on appelle ça la dégradation. Il y a un système enzymatique qui intervient et à chaque fois, il y a un tour d'action de cet enzyme et on enlève 2 carbones, ensuite 2 autres, ensuite 2 autres, ensuite 2 autres. Ça s'appelle, c'est la bêta-oxydation. Le nom, elle porte la bêta-oxydation de Lynen, L-Y-N-E-N, qui est un biochimiste allemand qui a découvert ce mécanisme. Je ne sais plus quand c'était, mais c'est dans les années 1960 à peu près, quelque chose comme ça. Même moi, j'étais très jeune à cette époque, vous voyez. Et donc, vous voyez, ce que fait cette bêta-oxydation mitochondriale, c'est qu'elle produit des coenzymes réduits. Et les coenzymes réduits, vous le savez, ils vont être les substrats des chaînes respiratoires. Et c'est à partir de la réoxydation des coenzymes réduits dans les mitochondries que l'énergie va être libérée et cette grande quantité d'énergie va permettre à la mitochondrie de faire de l'ATP par phosphorylation de l'ADP. Bon, voilà, on en est là. Vous avez un acyl-CoA. Ici, ça donne un acyl-CoA moins 2 carbones et un acyl-CoA. Au total, on a toujours le bon nombre de carbones. Bon, voilà, ça c'est la bêta-oxydation. Simplement le bilan de l'oxydation d'une molécule de palmitate, par exemple, d'un point de vue énergétique, c'est intéressant. Vous voyez que
palmitoyl-CoA, il faut 7 FAD, 7 NAD, 7 coenzymas, 7 molécules d'eau. Vous voyez, ça marche avec 7. Mais on arrive à 8 acétylcoenzymas, 7 FADH2, 7 NADH, 7 coenzymas et 7 protons. Vous voyez. Alors, l'acétylcoenzyma, il peut entrer dans le cycle de Krebs. Et le cycle de Krebs, quand il fonctionne et qu'il est parfaitement, quand la réoxydation des coenzymes est parfaitement couplée à la phosphorylation de l'ADP, ça aboutit à la synthèse de 80 molécules d'ATP. Et puis, par la chaîne respiratoire, les molécules de FADH2 et NADH vont donner naissance à, vont libérer l'énergie permettant de fabriquer 10 à 17 molécules d'ATP. Au total, il y a 108 molécules d'ATP qui peuvent être fabriquées à partir de la bêta-oxydation des acides gras ou l'oxydation en tout cas des carbones venant des acides gras. Vous voyez que le système est extrêmement énergétique. Il y a un grand nombre de molécules d'ATP et bien sûr ensuite cet ATP va avoir différentes fonctions. Cet ATP il va être hydrolysé et en étant hydrolysé il va libérer de l'énergie qui va permettre à la cellule de faire ses travaux. C'est-à-dire de faire ce qu'elle a à faire, ses mouvements, ses synthèses d'ARN, ses duplications d'ADN, etc., etc. Et maintenir son potentiel de membrane électrique, voilà, etc. Alors, un schéma ici qui peut sembler un peu compliqué, mais qui en vérité est assez simple. Vous voyez, alors, ici, vous avez simplement, j'ai rappelé, vous avez le glucose. Le glucose donne le pyruvate. Ça se passe dans le cytoplasme. C'est la voie de la glycolyse. Glucose à 6 carbones donne 2 molécules de pyruvate à 3 carbones. Ça, c'est la glycolyse. Le pyruvate, ensuite, vous savez, entre dans la mitochondrie. Et le pyruvate dans la mitochondrie, il est transformé en acétylcoenzyma. Vous avez compris depuis longtemps qu'en termes d'énergétique, la molécule clé, c'est l'acétylcoenzyma. Et cet acétylcoenzyma, eh bien, il peut entrer dans le cycle de Krebs, par exemple. Mais il peut aussi, on l'a vu hier, donner naissance à du citrate. Le citrate sort, redonne l'acétylcoenzyma et ça donne du malonylcoenzyma et c'est la lipogénèse. Ici, c'est un acide gras et ici, c'est un triglycéride. Vous voyez, il y a un cycle entre la glycolyse et puis la lipogénèse. Si je donne ça, c'est parce que quand on s'intéresse à l'oxydation des acides gras, vous avez des acides gras qui donnent des acides CoA, intervention des CPT1 et 2, les acides carnitines redonnent des acides CoA, et les acides CoA sont bêta-oxydés. Et ça on va arriver au bout du compte à des acétylcoenzymas et à du CO2. Mais ce qui est intéressant, c'est un aspect de régulation. La CPT1, qui est essentielle à la transformation de l'acylcoenzyma en acylcarnitine, si ça ne se fait pas, il n'y a pas d'oxydation possible des acides gras. Donc, c'est comme s'il n'y avait pas d'acide gras. Donc, ça peut être dramatique. Alors, ça marche très bien quand il y a besoin d'énergie. Mais vous voyez, dans la situation où il y a une lipogénèse, si vous avez une forte lipogénèse, vous avez beaucoup de malonylcoenzyma. Et à ce moment-là, on sait, le malonylcoenzyma est un très puissant inhibiteur de la CPT1. Vous voyez, la nature a inventé ces régulations. Il y a toutes sortes de voies métaboliques qui sont très fortement contrôlées. En général, souvent, c'est une enzyme particulière qui est limitante, qui est le lieu de la régulation. Donc, vous voyez, ceci, c'est assez logique, parce que si vous prenez une situation banale pour un individu, un animal, un humain, peu importe, soit il y a suffisamment d'énergie alimentaire, et à ce moment-là, ce que va faire l'organisme, il va plutôt stocker l'énergie alimentaire et faire de la lipogénèse, il va stocker les acides gras, il va faire de la lipogénèse, il va faire des acides gras, il va faire beaucoup de malonyl-CoA, beaucoup d'acide CoA, il va faire des triglycérides. Et dans ce cas-là, il n'a pas de raison de se mettre à oxyder ces acides gras puisqu'il est dans une situation de pléthore énergétique. Et donc, ce qui a été inventé par la nature, c'est le fait qu'un intermédiaire important de la synthèse de la lipogénèse de malonyl-CoA inhibe la bêta-oxydation, en fait. Il inhibe pas directement la bêta-oxydation, mais il va inhiber la transformation de l'acide CoA en acide carnitine, qui est essentielle à l'entrée de l'acide CoA de l'acide gras dans la mitochondrie. Donc, en fait, il n'y a rien de surprenant, c'est assez logique. L'organisme ne peut pas à la fois oxyder des graisses pour trouver de l'énergie et à la fois stocker de l'énergie parce qu'il en a trop.
hein. Soit, bon, ce que je dis, elle est un peu manichéen, parce que la situation n'est jamais si simple, mais en général, on est soit en situation de lipogénèse, soit en situation d'oxydation des acides gras. Et donc, c'est normal que la lipogénèse inhibe l'oxydation, le métabolisme, hein, la dégradation des acides gras via les CPT. Voilà. On pourrait imaginer, mais ça n'est pas indiqué ici, que par exemple, un intermédiaire de l'oxydation des acides gras bloque la lipogénèse. Dans une situation où on a besoin d'énergie, il ne faut pas faire de lipogénèse. Voyez, mais ce n'est pas indiqué ici. Les facteurs, alors vous avez compris que le manylcoenzyma, qui est un intermédiaire, c'est une petite molécule intermédiaire de la synthèse des acides gras, hein, donc important dans la lipogénèse, eh bien cet intermédiaire, il a un rôle régulateur très important. Il bloque la CPT1, donc il bloque le métabolisme des acides gras. Ici, ce qui est indiqué, c'est que simplement ce qu'il faut retenir, c'est que, par exemple, dans le foie, le taux de malonyl-CoA est induit par le glucose et par l'insuline. Hein, l'insuline, qui favorise la lipogénèse, contribue à augmenter le taux de malonyl-CoA. Et donc, l'insuline, par ce moyen, contribue à inhiber l'oxydation des acides gras. Hein, c'est l'un ou l'autre. Hein, c'est lipogénèse ou oxydation des acides gras. Le glucagon, le jeûne, le diabète ont les effets contraires. Alors, la régulation hormonale de l'oxydation hépatique des acides gras à chaîne longue, AGCL, c'est acide gras à chaîne longue. Si j'ai écrit cela, c'est parce qu'il y a une petite différence entre, l'histoire n'est pas la même pour les acides gras à chaîne longue et les acides gras à chaîne courte. Pour les acides gras à chaîne longue, bien, vous avez, les acides gras à chaîne longue sont des activateurs du gène de la CPT1. Ce qui est assez logique. Hein. Si vous avez beaucoup d'acides gras, eh bien, un des devenirs possibles des acides gras, c'est l'entrée dans les mitochondries et leur oxydation. Et donc, l'acide gras active. L'AMP cyclique a également cet effet. Okay, et donc, il y a un effet transcriptionnel, hein, qui se fait sur la CPT1. Et s'ajoute à ça le fait que le malonyl-CoA est un inhibiteur puissant de la CPT1. Hein. Donc ça, c'est un effet allostérique. J'en viens un peu aux corps cétoniques. Alors les corps cétoniques également, c'est un peu compliqué. On ne vous demande pas de connaître tous ces noms, tous ces intermédiaires, mais simplement de comprendre le principe. Les corps cétoniques, il s'agit d'une oxydation, d'une dégradation partielle des acides gras. Dans les conditions idéales, un acide gras, soit quand il est présent, soit il va devenir un triglycéride, soit il va être libéré, il va être dans la circulation et il va aller par exemple vers les muscles et les muscles vont s'en servir comme source d'énergie. Ça, c'est la situation classique, banale et qui est véritable. Okay, mais il y a une situation particulière qui est celle des corps cétoniques. La nature a inventé cette chose qui fait que, à partir à nouveau de l'acylcoenzyma, pourquoi tout à l'heure je vous mettais que le devenir d'acylcoenzyma dans les diapos précédentes, soit c'était d'aller vers le cycle de Krebs, soit c'était d'aller vers les corps cétoniques. Ces corps cétoniques, vous les connaissez, vous en avez entendu parler. Vous savez que ce sont des choses que l'on dose quand on fait des bilans biologiques chez des patients, chez certains patients, on peut avoir un dosage de corps cétoniques. Et ces corps cétoniques, bon, c'est une biochimie un petit peu compliquée. Vous voyez, on part d'acylcoenzyma, ensuite il y a une condensation avec de l'acétoacétate, donc ça ressemble à la lipogénèse. Il y a une enzyme qui est une HMG, hydroxyméthylglutarilyl-coenzyma synthase, voilà, qui donne ensuite ce dérivé. Et ensuite, on arrive à 3 corps cétoniques. Les 3 corps cétoniques sont l'acétoacétate, qui est un corps cétonique, le 3-hydroxybutyrate et l'acétone. L'acétone, vous savez, a une odeur caractéristique et on peut simplement, au niveau de l'urine de patient, ou simplement en examinant un patient, on se rend compte que le patient émet de l'acétone par la bouche. On sent l'acétone, c'est tout à fait caractéristique. Et quand un patient produit de l'acétone, ça veut dire qu'il y a un problème métabolique. Dans les conditions normales, on ne doit pas émettre d'acétone par les voies respiratoires supérieures, hein, ni par les urines. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces corps cétoniques? Eh bien, c'est leur utilisation. Les corps cétoniques, ils sont produits par les hépatocytes, mais ils vont être oxydés par un grand nombre de tissus, notamment par ce qu'on appelle les tissus périphériques.
Et les corps cétoniques, vous voyez, prenez l'acétoacétate et 3-hydroxybutyrate, ils vont alors tout être dégradés et à nouveau, on arrive toujours au même endroit. Hein. La clé, c'est l'acétylcoenzyme. Tout passe par l'acétylcoenzyme. Et l'acétylcoenzyme va entrer dans le cycle de Krebs. Okay. Donc ça, c'est l'utilisation des corps cétoniques. L'intérêt des corps cétoniques, c'est un intérêt énergétique, puisque ce sont des molécules carbonées qui peuvent être dégradées en partie et qui, au bout du compte, vont donner de l'acétylcoenzyme et vont alimenter le cycle de Krebs. Tout ça, ça va dans le sens de la production d'énergie et ça permet à l'organisme de trouver ces énergies. Par exemple, les corps cétoniques, alors ici, c'est un exemple. C'est l'exemple, les corps cétoniques qui vont, par exemple, vous avez 10% qui peuvent être libérés sous forme d'acétone, et puis vous avez 50% qui vont vers le cerveau, 40% vers le rein, et dont 10% va dans les urines. Ça, c'est une situation où il y a une très forte production de corps cétoniques, parce que dans les conditions où la production de corps cétoniques n'est pas très importante, il y a également une proportion non négligeable de corps cétoniques qui est utilisée par le myocarde. Le myocarde est capable d'utiliser les corps cétoniques, il faut les voir comme des sortes d'acides gras modifiés, hein, d'acides gras raccourcis et modifiés. Eh bien, le myocarde va utiliser des corps cétoniques. Mais ce qui est intéressant, c'est ici, ce qui est montré, c'est quand on a affaire à une situation de jeûne prolongé. Quand quelqu'un jeûne très longtemps, par exemple plusieurs jours, eh bien, on sait qu'à ce moment-là, le cerveau va utiliser beaucoup de corps cétoniques. Donc, dans les conditions basales, le cerveau va utiliser assez peu de corps cétoniques, mais si le jeûne est très intense, et très fort, et très prolongé, eh bien, le cerveau consomme des corps cétoniques. Ça, c'est une chose qui n'était pas prévue. On ne pensait pas que c'était vrai, et c'est parfaitement vrai. Ce schéma veut dire simplement qu'un grand nombre d'organes sont capables de trouver de l'énergie dans l'oxydation, la dégradation des corps cétoniques. Je vais donner un exemple physiopathologique, un exemple de patient. Ça, c'était à Necker où nous avons beaucoup d'enfants qui viennent pour des maladies métaboliques. Et on reçoit des enfants de toute la France, et voire de l'étranger. Et souvent, ces enfants ont des maladies héréditaires du métabolisme. Donc, c'est héréditaire, ça veut dire qu'il y a un problème de mutation, bien sûr, dans le gène. Mais hormis la mutation en question, eh bien, quand ces patients arrivent, ils sont pris en charge par les cliniciens, ils sont en réanimation ou pas, etc. Et les cliniciens doivent s'en charger. Ce qui est demandé aux biochimistes comme nous, c'est de trouver l'explication métabolique, quand c'est une maladie métabolique. Et dans certains cas, on peut le faire, dans certains cas, on ne peut pas le faire. Quand on peut le faire, dans une partie des cas, il y a une solution thérapeutique. Mais dans une partie des cas, il n'y a pas de solution thérapeutique. Il faut se débrouiller autrement. Voilà. Ça, c'est la médecine. Et quand vous avez... Alors, on a eu des patients... Alors, depuis, moi, je suis en train de quitter le service de biochimie métabolique de Necker, mais on a fait ça, j'ai fait ça pendant une quinzaine d'années. Et avant moi, il y avait d'autres personnes. Et ce patient était arrivé dans un service clinique de celui de M. Saudubray à Necker, qui lui-même est parti à la retraite il y a plusieurs années. Et cet enfant, ce qui a été découvert, nous on en a trouvé d'autres depuis, c'est une absence d'activité de la CPT1. Imaginez un déficit en CPT1 à cause d'une mutation d'un gène. S'il n'y a pas de CPT1, vous comprenez que les acides gras à chaîne longue ne peuvent pas être transformés en acylcarnitine et ensuite entrer dans la mitochondrie et être oxydé. Ce qui veut dire que l'organisme n'a pas du tout les acides gras comme source énergétique. Alors que quand il y a un jeûne, quand l'enfant ne mange pas, eh bien l'enfant, au début, il va consommer son glucose et un peu de glycogène qui va donner du glucose, mais rapidement, il va utiliser ses propres acides gras pour trouver de l'énergie. Et ça se fait naturellement. Et pour ça, il y a besoin de la CPT1. S'il n'y a pas de CPT1, il n'y a pas d'entrée des acides gras dans la mitochondrie et il n'y a pas d'énergie possible que l'on peut trouver trouvable dans les acides gras à chaîne longue. Et dans ce cas-là, si l'enfant jeûne ou ne mange pas beaucoup, eh bien, on constate qu'il fait une hypoglycémie. Le signe d'alerte, c'est une hypoglycémie, qui est cliniquement reconnaissable et facile à vérifier. Et on voit que l'enfant a une hypoglycémie, alors qu'il peut jeûner plusieurs heures, il ne devrait pas faire d'hypoglycémie. S'il fait une hypoglycémie, ça veut dire qu'il n'est pas capable de trouver des carbones à oxyder ailleurs que dans le glucose, et donc dans les acides gras. Et dans ce cas-là, ça peut être
ça peut être dû à un déficit en CPT1. En même temps, si vous n'avez pas d'acide gras chaîne longue qui entre dans les mitochondries, vous n'avez pas d'énergie venant de l'oxydation de ces acides gras, leur dégradation, mais vous n'avez pas non plus de cétogénèse possible, parce que la cétogénèse se fait à partir des acides gras qui vont arriver dans la mitochondrie. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit la chose suivante. C'est une hypoglycémie sans cétose, parce qu'il n'y a pas de cétonémie. Vous voyez que en noir, c'est le glucose, la glycémie va chuter. Et ce que l'on voit dans la circulation sanguine de l'enfant, c'est que la teneur en acide gras libre est fortement augmentée. Elle est augmentée justement parce que ces acides gras libres devraient entrer dans les mitochondries et devraient disparaître par oxydation, en étant des fournisseurs d'énergie. Donc on voit ces choses-là, on voit ce qui est dramatique, une baisse de la glycémie, une augmentation des acides gras libres et pas de corps cétonique. Et donc, ici, ce qui avait été fait, c'est à partir de... C'est pas très facile à faire parce qu'il faut faire une biopsie hépatique chez le bébé et puis doser l'activité enzymatique qui peut se faire. On peut aussi rechercher la protéine, etc. Voilà. Et donc, là, dans le cas de ce patient, on voit qu'il y a un déficit en CPT1. Alors, maintenant, quelle est la solution? La solution qui avait été trouvée à l'époque par Jean-Marie Saudubray, le clinicien, et Jean Girard, mon collègue biochimiste, c'était la chose suivante. À gauche, vous avez les acides gras longue chaîne, acyle-CoA. Par la CPT1, ça donne la carnitine. Par la PT2, ça donne l'acyle-CoA, ça conduit à la bêta-oxydation. Ça, c'est pour les acides gras chaîne longue. La chance, la chose à laquelle les collègues ont pensé, c'est qu'en fait, à côté des acides gras à chaîne longue, il y a des acides gras libres à chaîne moyenne. Des acides gras libres qui, au lieu d'avoir 18 ou 16 carbones, ont 14 ou seulement 12, 10 ou 8 carbones. Et ça existe, ces acides gras, on les a dans l'alimentation. Ce n'est pas ce que l'on mange le plus fréquemment, mais on les a. Et dans ce cas-là, l'idée était, les acides gras libres à chaîne moyenne, vous voyez, c'est à droite comparé à ce qui est à gauche, ils ne sont pas dépendants de la CPT1 et de la CPT2. Ce qui fait qu'un déficit en CPT1 va bloquer le devenir des acides CoA à chaîne longue, mais ne va avoir aucun effet sur les acides gras à chaîne moyenne. Et dans ce cas-là, l'idée, c'est de donner des acides gras à chaîne moyenne. Ces acides gras à chaîne moyenne vont arriver dans la mitochondrie, ils vont être bêta-oxydés et vont être une source d'énergie. C'est ce qui a été fait. Et vous voyez ce qu'on trouve chez ce patient. Eh bien, le patient, à partir du moment où on lui administre MCT, c'est Medium Chain Triglycerides, donc les triglycérides de chaîne moyenne, donc de 10 à 12 carbones pour la plupart, au lieu de 16 ou 18 carbones pour l'acide gras à chaîne longue. Vous voyez que dès qu'on a donné ça, eh bien, d'une part, il y a une production de corps cétonique, parce que ces acides gras vont devenir des corps cétoniques et c'est une source d'énergie. Et en même temps, ça va conduire à une épargne du glucose, puisque les acides gras à chaîne moyenne vont être oxydés, alors que les acides gras à chaîne ne le sont pas. Dans ce cas-là, l'enfant est sauvé. Il suffit simplement qu'on lui donne des acides gras à chaîne moyenne et il va satisfaire ses besoins énergétiques et sa glycémie ne va plus chuter. Et donc l'enfant est guéri dans ces conditions. Après, l'enfant est pris en charge et en général, ce sont assez souvent des situations métaboliques qui peuvent évoluer dans le temps et qui peuvent évoluer, je dirais, relativement favorablement. Et vous voyez, pour faire ça, il faut un minimum quand même de connaissances de biochimie pour avoir une attitude thérapeutique, pour proposer une attitude thérapeutique à nos amis cliniciens. Je saute ça, c'est trop compliqué. Et je pense que Franck Brouillard vous en parlera parce qu'il s'agit du rôle des acides gras dans la néoglucogénèse. En fait, c'est un peu en dehors de mon cours d'aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi j'aurais dû enlever cette diapositive. Donc vous pouvez la barrer, mais Franck Brouillard vous en reparlera dans ses 3 cours sur le métabolisme du glucose. Voilà. Maintenant, je veux passer à un sujet différent. Je vais terminer avec ça. Un petit mot sur les hyperlipoprotéinémies, le cholestérol et les lipoprotéines. Sachant que c'est le cours que je fais... Ok, on a le temps, c'est très bien. Le cours que je fais est, comment dire, le point de vue du biochimiste. Moi, je ne parle pas ici en tant que clinicien que je ne suis pas. Mais vous verrez tout ça, bien sûr. Vous verrez toute la sémiologie, toutes les questions vraiment médicales dans les cours que vous aurez en cardiologie, en cardiovasculaire, etc., etc. Vous savez que c'est un sujet tout à fait important et c'est un sujet qui est encore actuellement très bizarrement l'objet d'un débat
d'un débat assez malsain, hein, dont je veux dire un petit mot. Alors, le mot-clé ici, c'est cholestérol. Alors, ici, vous voyez, c'est mon schéma général, résumé de toutes les voies métaboliques. Et là, on est en bas à droite, c'est-à-dire on est dans la lipogénèse. L'acide coenzyma peut donner du citrate, ça c'est dans la mitochondrie. Ce citrate redonne du citrate et de l'acétyl-CoA dans le cytoplasme de la cellule. Et on arrive à la lipogénèse, c'est-à-dire la lipogénèse, c'est principalement acide gras et ensuite estérification sous forme de triglycérides, mais c'est aussi tous les lipides, dont le cholestérol et les stéroïdes. Les stéroïdes sont des lipides et ils ont la même origine. Hein, ça vient du citrate et de l'acétylcoenzyme. Alors, un rappel sur les différents types de lipides. Vous avez les lipides intracellulaires, les acides gras, le cholestérol. Vous avez les acides gras estérifiés, c'est le triglycéride, les phospholipides. Et vous avez aussi des esters de cholestérol. Il y a un certain nombre de molécules de cholestérol qui vont estérifier une molécule d'acide gras. Donc vous avez un acide gras cholestérol, ce qu'on appelle un ester acide gras de cholestérol. Hein, c'est une forme, c'est pour vous dire que le cholestérol va exister sous plusieurs formes. Un cholestérol et ester de cholestérol. Excusez-moi. Le transport entre les cellules, les acides gras libres sont associés à l'albumine. Par contre, les molécules telles que le cholestérol, tels que les phospholipides, tels que les triglycérides, ne peuvent pas circuler associés à de l'albumine. Ça n'est pas suffisant. Ces molécules doivent être prises en charge, empaquetées, recouvertes par des molécules de protéines, et ça forme un complexe lipoprotéique qu'on appelle des lipoprotéines. Vous avez forcément entendu parler de ça. Alors, les lipoprotéines plasmatiques, elles sont insolubles dans l'eau et leur transport dans le plasma est impossible. Elles doivent être nécessairement associées à des protéines. Les acides gras longue chaîne sont associés à l'albumine, les triglycérides. Bon, je répète, c'était déjà présent dans la diapo précédente. Hein. Mais c'est ma façon de faire, c'est de répéter les choses en rajoutant un petit élément. Les lipoprotéines plasmatiques ont deux fonctions. Elles servent à solubiliser, à transporter des lipides, ce qui fait qu'elles vont véhiculer des lipides tels que les triglycérides, tels que les phospholipides, tels que le cholestérol, à travers tout l'organisme. Et ça va être présenté en quelque sorte à toutes les cellules, à tous les organes, qui pourront éventuellement dire « moi je suis intéressé par un peu de triglycérides, moi je voudrais un peu de phospholipides, moi je voudrais prendre du cholestérol ». Voilà, ça permettra un certain choix qui sera offert aux cellules. Mais un autre aspect aussi des lipoprotéines, ce sont des molécules de reconnaissance. Elles portent des signaux d'adressage cellulaire. Elles sont reconnues par des récepteurs membranaires qui sont impliqués dans le métabolisme lipidique et les échanges de lipides. Parce que ce n'est pour qu'une cellule X dise « moi je suis intéressé par le cholestérol qui arrive dans une lipoprotéine », encore faut-il que la lipoprotéine soit reconnue par la cellule en question. Et donc il y a des systèmes de reconnaissance, et ce système de reconnaissance, c'est un système de récepteurs, un peu comme le récepteur pour les hormones ou les catécholamines. Mais bien sûr, ce sont d'autres types de récepteurs. Alors, les hyperlipoprotéinémies, c'est une très très vieille histoire. Moi, je me rappelle à mes tout débuts dans le bazar, il y a largement plus de 40 ans, la classification de Fredrickson faisait déjà autorité. Elle est toujours d'actualité. Bon, bien sûr, elle a été modifiée, il y a d'autres classifications, il y a des sous-classifications, etc. Mais vous voyez que depuis longtemps, on s'est aperçu que, et c'est toujours en partant de patients, on s'est aperçu que quand on isole du plasma d'un patient, on peut chercher à mettre en évidence les lipoprotéines. Il y a des méthodes pour mettre en évidence les lipoprotéines. On peut les séparer par des méthodes d'électrophorèse, on peut les colorer, etc. Et on voit les différentes lipoprotéines, parce qu'il y a plusieurs classes de lipoprotéines. Et on s'aperçoit qu'il y a des patients qui ont une hyperkylomicronémie ou hypertriglycéridémie. Il y en a qui ont une hypercholestérolémie pure. Voilà, il y a des hyperlipidémies compliquées, etc., etc. Il y a toutes sortes de choses. Et à chaque fois, c'était des travaux faits sur des patients, des gens qui avaient des problèmes, des troubles cardiovasculaires souvent, des infarctus, des choses comme cela, des choses très sérieuses. C'est pour vous dire qu'on ne peut pas mettre en doute le fait que des problèmes, des altérations des lipoprotéines
soit associé à des pathologies. Ça ne peut pas être mis en cause. Et dans votre pratique de médecin, vous le verrez, vous le constaterez. Alors, un petit mot sur la pathologie du cholestérol, sachant à nouveau que cette diapositive, je ne l'ai pas changée, elle est ancienne. Les normes ne sont plus celles-là exactement. C'est un autre problème en médecine, c'est les normes. C'est les conférences de consensus. Hein. Un collège de médecins d'une spécialité se met d'accord. Et le cholestérol, à partir de quand c'est dangereux? Est-ce qu'il faut accepter? Ici, je vous dis que le cholestérol, quand on me dose chez des patients, on trouve, l'exemple que j'ai donné, on trouve entre 1,24 et 2,7 grammes par litre. Ça fait une grosse différence déjà. Maintenant, ça c'est un peu un maximum, puisqu'on sait qu'il y a un risque modéré de complications cardiovasculaires ischémiques si on est jusqu'à entre 2 et 2,4. Au-delà de 2,4 grammes par litre, on considère qu'il y a un risque élevé de complications cardiovasculaires. Maintenant, les normes ne sont plus celles-là. Elles ont baissé et je crois qu'on était arrivé on disait maintenant il ne faut pas dépasser 2 grammes de cholestérol. Il y a même des conférences de consensus qui disent qu'il ne faut pas dépasser 1,5 gramme de cholestérol. Donc la tendance est à la baisse du cholestérol. Je n'ai pas de compétences pour vous dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Je sais simplement que les prescriptions sont faites souvent en ce sens. Voilà. Bon, en tout cas, il ne faut pas trop de cholestérol. Et ensuite, vous avez l'histoire du fameux HDL cholestérol et du LDL cholestérol. Ça, ce sont des choses que l'on ne connaissait pas bien, comment dire, il y a 40 ans, mais au cours des 20 dernières années, ce sujet a été exploré et a été éclairci. Et on sait maintenant qu'il y a plusieurs types de lipoprotéines qui transportent du cholestérol. Je vais vous donner un tableau tout à l'heure. Et en particulier, parmi les molécules qui transportent des quantités importantes de cholestérol, il y a ce qu'on appelle les HDL. HD, ça veut dire high density, hein, c'est les lipoprotéines de haute densité. Et puis LDL, c'est low density. Donc ce sont les lipoprotéines de faible densité. La densité, c'est quand on fait flotter des lipoprotéines sur un milieu de certaine densité, on peut mesurer la densité de la substance. Alors, low density, ça veut dire que ce sont des lipoprotéines qui sont très riches. Plus une lipoprotéine est riche en lipides, moins elle est dense. Parce qu'en gros, on va se rapprocher d'un coefficient 0,9, comme pour les lipides. Par contre, high density, ça veut dire qu'il y a moins de lipides, voilà, au total. Et vous voyez, le HDL cholestérol, on sait très bien que s'il est inférieur à 0,4 g par litre, il y a un risque de maladie coronaire importante. Par contre, le LDL cholestérol, on considère qu'il peut y avoir un risque modéré quand on est aux environs de 1,3 ou 1,6 g par litre. Mais le LDL cholestérol, s'il est supérieur à 4 millimoles par litre, c'est-à-dire 1,6 g, il y a un risque élevé de maladie cardiovasculaire. Ça veut dire d'athérosclérose, ça veut dire obstruction coronaire, ça veut dire risque important d'infarctus du myocarde. Là, on est dans la maladie sévère. Okay? Et vous savez que, de manière un peu simple, mais en vérité, ce n'est pas faux, je pense, il y a le bon et le mauvais cholestérol. Le HDL cholestérol, ce sont des lipoprotéines qui portent du cholestérol, mais dont la fonction va être de faire arriver le cholestérol au niveau du foie pour qu'il soit oxydé. Donc ça va contribuer à réduire le cholestérol circulant. Par contre, le LDL cholestérol, ce sont des lipoprotéines qui portent du cholestérol, et cette low density lipoprotéine, la LDL, elle va amener du cholestérol à différents organes, hein, pour que les cellules, parce qu'elles ont besoin de ce cholestérol. Et le problème, c'est que s'il y a trop de LDL cholestérol circulant, eh bien, cet excès de cholestérol circulant au niveau des LDL ne va pas être pris en charge par des cellules X ou Y. Et il va rester dans la circulation, et donc il y aura un excès de cholestérol, et dans ce cas-là, ça contribue à l'athérosclérose, aux plaques athéromateuses et à l'infarctus du myocarde. Et c'est pourquoi, vous savez ça, vous avez peut-être fait vous-même, j'espère que non, ou vous avez vu autour de vous pour votre famille, etc., les dosages, la biologie, quand le médecin prescrit une analyse, un bilan lipidique, eh bien on vous donne non seulement le cholestérol total,
et les triglycérides, ça c'est très important, mais on vous donne la teneur en HDL, la teneur en LDL, avec ce genre de commentaires. Ne faites pas très attention aux chiffres que j'ai mis là, parce qu'ils ne sont probablement plus exactement d'actualité. J'aurais dû les actualiser, je ne l'ai pas fait. J'ai eu tort. Voilà. Si j'emploie ce ton, c'est parce que je vais revenir un petit peu sur l'espèce de polémique qu'il y a actuellement. Vous avez peut-être entendu parler de ça, la polémique sur le cholestérol. Est-ce qu'avoir du cholestérol, c'est grave? Est-ce qu'il faut soigner les hypercholestérolémies, etc. Et est-ce que les médicaments qu'on a mis en place pour abaisser le cholestérol, tels que les statines, sont des molécules vraiment efficaces, ou est-ce qu'elles sont plus dangereuses qu'efficaces? Il y a un vrai débat là-dessus, et ce débat, à mon avis, est en train de déraper, et plutôt un débat un peu honteux, je trouve. Je vais en dire un petit mot. Ce sera un point de vue personnel. Okay. Voilà, je reviens à la biochimie, là où j'ai plus d'autorité. Alors, la synthèse du cholestérol. Le cholestérol, vous connaissez vaguement sa structure, peut-être pas dans le détail, mais il faut voir un peu à quoi ressemble une molécule de cholestérol, l'importance biologique, la voie de biosynthèse et la régulation de la synthèse. Voilà, le cholestérol, c'est ça. Vous avez à gauche un noyau qu'on appelle le noyau cyclopentano-péridrophénanthène. Vous voyez, ça ne s'invente pas. Et ça, c'est le nom que donnent les chimistes organiciens. Et puis, à côté, vous avez le cholestérol. Alors, le cholestérol, c'est ce fameux noyau sur lequel il faut ajouter un groupe hydroxyle en C3, une insaturation en C5-C6, un groupe méthyle en C18 et en C19, et une chaîne hydrocarbonée de 8 carbones qui est attachée au carbone 17. Ça y est, vous avez le cholestérol. Donc c'est un petit peu compliqué, on ne peut pas inventer la molécule quand on ne la connaît pas. On ne vous demande pas non plus de connaître la structure exacte du cholestérol. Si vous en rappelez, c'est bien, parce que c'est quand même une molécule qui médicalement est importante et qui médicalement vous concernera. Alors voilà le cholestérol, ça c'est la même chose. C'est la même chose. Il y a seulement les méthyles sont détaillés, voilà. Okay. L'importance biologique du cholestérol avant de venir à la biosynthèse, c'est totalement insoluble dans l'eau. C'est un composant des membranes cellulaires. Il existe sous forme libre et sous forme d'ester de cholestérol, c'est-à-dire associé à des acides gras. Il est aussi un précurseur des acides et des sels biliaires qui interviennent par exemple dans le sucre pancréatique pour favoriser l'activation de la lipase intestinale pour la digestion des lipides. Il est le précurseur des hormones stéroïdes, rien que ça, et également de la vitamine D. Donc vous voyez que l'importance biologique du cholestérol est absolument majeure. Okay. Et bien sûr, ce cholestérol, il a deux sources. Il y a la source exogène. Nous pouvons consommer du cholestérol dans l'alimentation. Mais il y a aussi le fait que plusieurs de nos cellules, de nos types cellulaires, sont capables de fabriquer, de synthétiser du cholestérol. Ça, c'est la source endogène. Donc, c'est de l'ordre de 1,5 à 2 grammes dans le sang. Je crois que maintenant, on recommande de ne pas dépasser 1,5. Mais je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec ça. C'est principalement lié aux lipoprotéines. Et puis, la forme majeure d'expression du cholestérol, c'est sous forme de sels biliaires. Alors, la biosynthèse du cholestérol est très compliquée. Ce qui est formidable, c'est que ça marche. La nature est vraiment admirable. Elle a inventé toutes les étapes de biosynthèse du cholestérol. Et je vais vous citer les différentes étapes, mais assez brièvement. Et on ne vous demande pas de connaître les différentes étapes de biosynthèse du cholestérol. Si vous le savez, si ça vous passionne, vous pouvez regarder, parce que c'est assez passionnant en fait. Et ce qui est épatant, c'est que ça marche très bien. Même il y a quelques rares pathologies dans lesquelles il y a des patients ont des déficits de synthèse du cholestérol. Alors, la première étape, vous allez voir, c'est une synthèse de molécules à 6 carbones. C'est le mévalonate. Ensuite, le mévalonate va se convertir en une molécule à 5 carbones qu'on appelle l'isoprène. Donc il y a départ d'un carbone. Ensuite, vous prenez, c'est un peu comme les chiffres et les lettres, c'est 6 moins 1, ça donne 5. 5 multiplié par 6, vous condensez 6 unités, ça fait 30. Et après, 30, on est déjà dans l'ordre de grandeur de la molécule du cholestérol. Et après, vous avez la conversion du squalène en noyau stéroïde à 4 cycles, etc. Bon, alors, dans le détail, vous voyez, c'est des choses comme ça. Ça peut peut-être vous faire peur ou vous dire « c'est abominablement compliqué ». Ce n'est pas si compliqué que ça a été parfaitement élucidé. On connaît ça également depuis
depuis 50 ans. Hein. Au moins, on connaît toutes les étapes de synthèse du cholestérol. Vous voyez, la première étape, comme souvent dans la lipogénèse, c'est on part d'acétylcoenzymat. Ici, vous avez une condensation de 2 molécules d'acétylcoenzymat, ça donne de l'acétate-coenzymat. Et ensuite, cet acétate-coenzymat va fixer un autre acétylcoenzymat et ça va donner naissance à une molécule qu'on appelle le HMG, hydroxyméthylglutaryl-coenzymat. J'avais cité le nom tout à l'heure, je crois, sur une diapositive. Donc là, vous voyez, ça devient un peu compliqué, mais vous voyez qu'on a 1, 2, 3, on a 6 carbones. On peut se repérer en suivant les carbones. Ensuite, vous avez la synthèse du mévalonate. Le mévalonate est très important parce que c'est le hydroxyméthylglutaryl-coenzymat qui va se transformer en mévalonate. Pour ça, il faut du NADPH. Vous vous rappelez ce que je disais hier? La voie des pentoses est très importante parce qu'elle permet de fournir des coenzymes réduits NADPH qui sont essentiels à la lipogénèse, y compris pour la lipogénèse du cholestérol. Hein. Il s'agit d'un lipide, c'est bien de la lipogénèse, mais on est loin des acides gras. Donc vous voyez qu'ici, vous avez une réaction très importante. Vous avez une enzyme qu'on appelle l'hydroxyméthylglutaryl-coenzymat réductase qui va transformer l'HMG-CoA en mévalonate. Et cette enzyme, elle est particulière parce que c'est l'enzyme limitante dans le flux de synthèse. Je veux dire par là que si vous activez un petit peu cette enzyme, vous allez activer la synthèse complète de cholestérol. Si vous réduisez un peu l'activité de l'HMG-CoA réductase, vous allez réduire la synthèse du cholestérol. Et donc cette enzyme a été choisie, et quand il est devenu clair que médicalement, pour traiter certains patients, il fallait, les médecins étaient quand même, la grande majorité d'entre eux, étaient d'accord pour dire que dans telle ou telle situation, il faut abaisser le taux de cholestérol circulant, hein, notamment abaisser les LDL. Eh bien, la question c'est comment s'y prendre. Alors, ce n'est pas une situation simple. On peut agir sur la prise alimentaire, mais la prise alimentaire, donc on veut éviter les substances riches en cholestérol, les aliments riches en cholestérol, ça c'est possible, mais les effets peuvent être assez modestes en termes de baisse de la cholestérolémie. L'autre situation, bien sûr, c'est de réduire la synthèse endogène de cholestérol. Et donc, les chercheurs, et aussi, bien sûr, les compagnies pharmaceutiques, parce que c'est leur travail, ont cherché à mettre en place des inhibiteurs de l'HMG-CoA réductase. Et ça a été fait il y a maintenant une vingtaine d'années ou un peu plus, et ça a donné naissance à un groupe de médicaments qu'on appelle les statines. Ces statines, ce sont des inhibiteurs spécifiques partiels de l'HMG-CoA réductase. Quand un patient prend des statines, eh bien, il va diminuer cette activité enzymatique et il va réduire sa propre synthèse de cholestérol. Et ça va se traduire au niveau lipidique par une baisse de la cholestérolémie. C'est ce qui est souhaité, parce que l'objectif c'est ça, parce que les médecins, je pense sérieux, sont convaincus qu'un excès de cholestérol est dangereux pour la santé. Okay. Alors, si je dis ça, c'est parce que actuellement, ce que l'on sait, c'est que les statines, et à nouveau, je n'ai pas d'autorité pour en parler particulièrement, j'en parle en tant que simple citoyen, je n'ai pas cette pratique-là, mais on sait que les statines réduisent vraiment la teneur en cholestérol du plasma, donc ça c'est le but recherché, et je pense que les médecins sérieux pensent que c'est un bénéfice pour les patients, et qu'on a sauvé des milliers ou des dizaines de milliers de personnes avec ce type de médicaments qui n'ont pas fait, des patients qui n'ont pas fait d'infarctus du myocarde ou de maladie coronaire grave à cause de leur hypercholestérolémie, probablement. Mais il se trouve que ce médicament, comme beaucoup de médicaments, a également des effets secondaires. Et c'est toujours la balance entre avantages et risques. Et il y a des patients qui ont subi les effets désastreux de certaines statines. Ce n'est pas le cas de la majorité des patients. Et puis c'est différent selon le type de statine. Les statines sont fabriquées par la plus grande compagnie mondiale. Vous imaginez qu'il s'agit de lutter contre les lipides circulants, les hypercholestérolémies, les maladies cardiovasculaires, coronaires et les infarctus du myocarde. Le marché, en quelque sorte, mais le mot est un peu affreux, hein, le marché des médicaments est gigantesque. Donc c'est aussi une source de profit pour l'industrie qui est colossale, c'est évident. Hein.
Mais on ne peut pas, d'une part, vouloir un médicament et puis reprocher à des compagnies qui développent des médicaments de faire ça uniquement pour gagner de l'argent. Bien sûr que les actionnaires sont contents, ils poussent à ça. Et il y a des cas, ce qui a fait beaucoup de tort à la médecine, c'est le Mediator. L'effet du Mediator, vous avez entendu parler, ça c'est épouvantable, parce que ça crée un doute dans la population. Les gens se disent, les compagnies pharmaceutiques nous mentent, nous disent n'importe quoi, ne donnent pas des médicaments appropriés et éventuellement tuent des patients avec des médicaments. Vous voyez, ça c'est abominable. Mais ce sont des cas, j'espère, exceptionnels. Dans le cas des statines, moi, ce que je sais de la littérature, c'est qu'il y a un certain nombre d'effets secondaires et il y a des patients qui doivent arrêter de prendre des statines parce que les effets secondaires, qui sont surtout des effets musculaires, sont invalidants. À ce moment-là, on arrête de prendre des statines. Mais la statine, ceci dit, remplit sa fonction de réduction du taux de cholestérol. Donc, c'est quand même un médicament qui a une efficacité certaine et qui peut être très utile à nombre de patients. Mais au nom, des effets secondaires, certains disent c'est un médicament qu'il faut retirer, ça tue les gens plutôt que les soigner. Ça, je pense que c'est un comportement totalement abusif. Alors, l'étape d'après, je reviens, le mévalonate, vous voyez, après, on est à 6 carbones, il donne de l'isopentyl pyrophosphate. Là, on est à 5 carbones. Ensuite, vous voyez, il y a plusieurs étapes intermédiaires que je vous passe. On arrive au farnésyl pyrophosphate. Le farnésyl pyrophosphate, c'est une molécule à 15 carbones. C'est-à-dire qu'ici, on a associé 3 molécules de 5 carbones. Ça donne une molécule à 5 carbones qui s'appelle le farnésyl pyrophosphate. Et puis ensuite, vous pouvez prendre des unités isoprènes et vous allez les transformer en squalène. Ici, vous avez le farnésyl pyrophosphate. Vous voyez, vous avez une molécule de farnésyl pyrophosphate dans un sens en haut et une molécule de farnésyl pyrophosphate dans l'autre sens en bas. Et c'est tête bêche. Et vous pouvez condenser ces deux molécules de 15, ça vous donne des molécules de transcarbone. Et c'est ce que fait la nature. La nature fait ça. Vous voyez, il y a des enzymes qui font ça. Et on arrive ensuite à la condensation des deux, tête à tête des deux farnésyl pyrophosphate, vous voyez, et ça donne une molécule de 30 carbone qu'on appelle le squalène. L'étape d'après, c'est que pour des raisons spontanées et thermodynamiques, cette molécule de squalène a tendance à se cycliser. Elle forme des cycles qui ne sont pas parfaits. Vous voyez, là, on arrive à quelque chose qui ressemble déjà un peu au cholestérol. C'est le squalène. Ensuite, vous avez la conversion du squalène en noyau stéroïde à 4 cycles, avec l'intervention d'un époxyde, vous voyez, qui devient un hydroxyde. Ça, c'est une molécule qu'on appelle le lanostérol. On l'appelle le lanostérol parce que cette molécule a été isolée autrefois de la laine, chez les brebis. Vous voyez. Et c'est un intermédiaire du cholestérol. Et ensuite, vous avez l'étape finale avec une cyclase, avec du NADPH qui intervient. Vous avez le lanostérol qui subit un départ d'une insaturation, à l'arrivée d'une autre, etc., etc. Vous avez la molécule de cholestérol qui, finalement, est produite. Voyez. Et ça, plusieurs de nos cellules savent faire ça. Voyez. Ce qui, je trouve admirable, c'est que ces cellules savent faire ça depuis la nuit des temps. Ça marche très bien. Alors que vous comprenez que d'un point de vue chimique, dans un laboratoire, ce sont des choses assez compliquées à faire. Mais la nature est beaucoup plus forte que même nos très bons chimistes. Alors, donc, je vous répète qu'on ne vous demande pas, pour l'examen, je ne vous demanderai pas de me détailler les différentes étapes de synthèse du cholestérol. Je ne le ferai pas. Si vous pouvez l'écrire sur la copie, si vous le savez, après tout, vous aurez droit à 2 points de plus, par exemple, je ne sais pas. Je plaisante. Alors, ce qui est intéressant dans le cholestérol, c'est la régulation de la synthèse, parce que là, on touche également un peu la pathologie. Le cholestérol libre diminue le taux et l'activité. Le cholestérol libre lui-même, quand il est produit par la voie de biosynthèse du cholestérol. Et le cholestérol lui-même, il peut avoir un effet en retour, un effet feedback. Et quand il y a beaucoup de cholestérol, le cholestérol va inhiber sa propre synthèse. C'est comme si le cholestérol, entre guillemets, avec plusieurs guillemets, savait, le mot n'est pas approprié, savait qu'un excès de cholestérol peut être dangereux. Et à ce moment-là, quand il y a beaucoup de cholestérol, le cholestérol inhibe sa propre synthèse. En fait, il fait ce qu'on fait avec les statines. Mais c'est une inhibition qui est limitée. Donc, il diminue le taux et l'activité de la fameuse enzyme qui est le cible des statines. C'est parce qu'on savait ça que
les gens ont choisi cette enzyme comme cible des médicaments anti-cholestérol comme les statines. Le cholestérol, il inhibe aussi la synthèse du LDL récepteur. Alors, le LDL récepteur, c'est un récepteur membranaire qui est à la surface des cellules et qui va reconnaître les LDL. Il va reconnaître certaines protéines, certaines apoprotéines, on les appelle ainsi, qui sont à la surface des lipoprotéines. Et ce récepteur, s'il est présent, il va permettre la reconnaissance de la LDL et il va permettre ensuite l'entrée de la LDL dans la cellule et ensuite son métabolisme et sa biologie. Si le récepteur n'est pas là ou s'il est muté, eh bien, c'est gravissime. Et c'est ce qui se passe. Il y a des patients qui ont des mutations du gène du récepteur des LDL et dans ce cas-là, ces patients sont incapables de faire entrer le LDL dans leurs propres cellules, ce qui fait qu'ils ont une hypercholestérolémie extrêmement importante. Et ces patients ont un risque, malheureusement, un risque d'accident cardiaque, d'infarctus sévère très, très important. Et ça se voit chez les gens jeunes. Quand vous avez des gens jeunes qui, à 30-35 ans, font une mort subite, et dans une partie de ces cas-là, c'est dû à cette maladie. Voyez. Et ça, cette maladie, il y a des familles qui sont connues pour ça. Maintenant, on peut faire le diagnostic génétique et apporter les soins, prévenir la situation dramatique. Alors, le cholestérol, il inhibe sa propre synthèse, la synthèse de son récepteur qui est essentielle à son métabolisme. Et puis, le cholestérol, lui, il active son estérification sur des acides gras. Dans ce cas-là, il est en quelque sorte neutralisé. Quand il est sous forme, le cholestérol, quand il n'est plus sous forme libre, il n'a plus une activité de type cholestérol. Il est neutralisé par la présence d'un acide gras. C'est une enzyme qui fait ça, c'est l'acyle-CoA, cholestérol acyltransférase, qu'on appelle l'A4. Voilà. C'est résumé là-dedans. Là-dedans, vous avez ce que je viens de dire. Il est expliqué que le cholestérol inhibe sa propre synthèse en inhibant la CMG-CoA réductase. Ça inhibe la synthèse du récepteur par un effet transcriptionnel. Et le cholestérol active son estérification sur les molécules d'acide gras. Alors, les lipoprotéines, un petit mot sur les lipoprotéines. Je surveille l'heure quand même. Okay, c'est bon. Alors, elles sont constituées, il s'agit d'un noyau lipidique qui est extrêmement hydrophobe, qui va être recouvert, caché en quelque sorte, par une surface protéique qui, elle, est relativement hydrophile. Le noyau lipidique, il contient des triglycérides et des esters de cholestérol et du cholestérol, et des esters de cholestérol, pardon. Et la surface est constituée aussi d'une couche de phospholipides et de cholestérol libre. Chaque particule est associée à une ou plusieurs protéines qu'on appelle des apolipoprotéines qui ont un domaine hydrophobe orienté vers le centre de la particule et un domaine hydrophile exposé à la surface, ce qui va faciliter la solubilisation de la lipoprotéine dans le plasma aqueux. Voilà un exemple, vous voyez, c'est compliqué, mais c'est assez joli. Eh bien, vous avez, vous voyez, à la surface une ou deux apolipoprotéines, elles peuvent être différentes. Vous avez des phospholipides, des esters de cholestérol, du cholestérol libre, etc. Vous voyez, c'est cet ensemble. Et cet ensemble est circulant. Ça circule en permanence. Nous avons des lipoprotéines de ce type qui sont dans notre circulation lymphatique et dans notre circulation veineuse et artérielle. Alors, maintenant, les classifications. Il y a plusieurs types de lipoprotéines et cette classification elle correspond à des différences, de composition, à des différences physiques entre toutes ces particules lipoprotéiques et aussi à des physiologies ou des physiopathologies un peu différentes. Vous voyez, la densité moyenne, les kilomicrons, c'est eux qui ont la plus faible densité parce qu'ils sont très riches en graisse, ils contiennent énormément de triglycérides. Vous voyez, et sont des grosses particules, vous voyez le diamètre, 75 à 1200 nanomètres, c'est absolument énorme. Ensuite, vous avez les very low density lipoproteins, j'en ai parlé hier, je vous ai expliqué que quand le foie fabrique des acides gras, eh bien, ces acides gras deviennent des triglycérides, mais ils ne restent pas dans le foie en principe. Ces acides gras devenus des triglycérides sont associés à des protéines, ça forme les VLDL qui sont expulsés par le foie. Et les VLDL ensuite vivent leur vie dans l'organisme complet. VLDL, vous voyez, c'est un peu moins dense et c'est plus petit, nettement plus petit en diamètre. Alors, IDL, sont des lipoprotéines de taille intermédiaire, on peut passer. LDL, c'est low density, vous voyez, on arrive à 1. Donc là, on est à plus de 1.
donc la densité est plus importante, hein, et donc il y a plus de protéines. Les LDL, ça s'aggrave en quelque sorte. Et puis ensuite, vous avez les HDL de plusieurs types, il y a marqué 2 et 3, enfin peu importe. Ces HDL ont une densité moyenne qui dépasse largement 1 ou 1,1 et sont de très petite taille. Ces HDL sont des protéines qui sont des lipoprotéines très riches en protéines et moins riches en lipides. Je crois que les teneurs, voilà, les teneurs en lipides, vous voyez, on ne vous demande pas non plus de connaître ces chiffres. Moi, ce qu'il faut retenir, c'est le principe. On va de kilomicron à HDL. Et quand on va de kilomicron à HDL, eh bien, on augmente les protéines, très fort dans les HDL. On réduit les triglycérides, c'est très fort dans le kilomicron. Et on a beaucoup de cholestérol et de phospholipides, surtout dans les LDL, hein, plus que dans les VLDL. Hein, voilà la composition globale en lipides, en protéines, et les lipides étant cholestérol, phospholipides et triglycérides. Ça, c'est la même chose. C'est la même chose, on ne demande pas de connaître le détail. Simplement, ce qui a été ajouté ici, c'est à peu près les mêmes valeurs que tout à l'heure. On a ajouté le nom des différentes apolipoprotéines. Les apolipoprotéines sont des protéines particulières qu'on appelle A, B48, B100, C, E, etc. etc. Et ces apolipoprotéines ont une certaine séquence, une certaine structure, et elles sont la marque de certaines lipoprotéines. Et ce sont ces apolipoprotéines qui peuvent être reconnues par des récepteurs à la surface des cellules, à l'endroit où vont circuler les lipoprotéines. Vous voyez, au total, c'est un peu compliqué. Alors, les fonctions, il y a la structure, on en a parlé, le transport, on en a parlé. Les apolipoprotéines, il y en a qui sont particulières, telles que les lipoprotéines B48 et B100, qui jouent des rôles essentiels très spécifiques dans la reconnaissance des lipoprotéines. Ces apolipoprotéines peuvent activer certaines enzymes, hein, et elles servent à la reconnaissance des récepteurs qui sont à la surface des cellules. La reconnaissance par les récepteurs, pardon. Les lipoprotéines ont 3 fonctions. C'est ce qui est écrit ici. Un apport en acides gras au tissu adipeux et aux muscles. Tout à l'heure, hier, je vous ai expliqué que la lipoprotéine lipase va à la surface des cellules, au niveau de l'endothélium, va hydrolyser les triglycérides de lipoprotéines pour permettre l'entrée d'acides gras dans la cellule, notamment dans le cas quand on fait une activité musculaire, eh bien, la LP-lipase musculaire va être activée parce qu'elle va libérer des acides gras qui vont entrer dans le muscle et le muscle va s'en servir comme source énergétique. Il en a besoin pour l'exercice. C'est l'apport en cholestérol au tissu périphérique grâce aux LDL qui viennent du catabolisme des VLDL. Et puis, il y a, ça c'est surtout les LDL, hein, dont je parlais tout à l'heure pour le cas de cette pathologie rare mais grave correspondant à une mutation du gène du récepteur des LDL. Et puis ensuite, vous avez le retour du cholestérol non utilisé par les tissus qui se fait grâce au HDL. Bien sûr, vous avez vu que les différences entre LDL, VLDL, LDL, etc., c'est les différences de proportion entre protéines et lipides. En fait, ce qui va se passer, c'est que quand toutes ces lipoprotéines circulent, à certains endroits, elles vont être plus ou moins attaquées, plus ou moins hydrolysées. Donc, par endroits, elles vont perdre des triglycérides, elles vont perdre des acides gras, elles vont perdre du cholestérol, etc. Et à ce moment-là, elles vont changer de nom. Une VLDL va pouvoir devenir une HDL, par exemple, etc. Vous voyez ? Alors, je termine avec le métabolisme des lipoprotéines. Ça, c'est un sujet qui est un peu compliqué, mais on distingue la voie exogène. La voie exogène, c'est surtout les kilomicrons. Ce sont les graisses alimentaires. Nous mangeons des graisses, nous les hydrolysons, nous refabriquons des triglycérides, et ces triglycérides, on va les associer à des protéines pour faire des kilomicrons qu'on va expulser par la lymphe. Et ils vont aller jusqu'au canal lymphatique thoracique avant de rejoindre la circulation. Il y a la voie endogène, c'est le foie qui fabrique les VLDL, ça on l'avait vu hier. Et puis il y a le métabolisme des HDL, qui est le transport inverse du cholestérol. Vous voyez, avec des petits schémas, c'est un peu plus clair. Les graisses alimentaires sont essentiellement des triglycérides. Eh bien, dans l'intestin, ça forme des kilomicrons qui vont passer dans le canal lymphatique. Et puis, au niveau hépatique, les acides gras, le foie fabrique des triglycérides, surtout fabrique des VLDL, qui va expulser dans la circulation. Ce sont des lipoprotéines de très faible densité, parce que ce sont des lipoprotéines qui sont riches en triglycérides. Reportez-vous au tableau que je viens de montrer, vous le verrez.
La voie exogène, un peu plus de détails, vous voyez, vous avez la production de kilomicrons, vous avez l'action de la LP-lipase au niveau musculaire qui va permettre l'entrée des acides gras, vous avez des lipoprotéines qui vont perdre une partie de leur graisse, on les appelle parfois les remnants, c'est les résidus, hein, mais ces particules peuvent être riches en lipides. Et puis, il y a notamment les kilomicrons, par exemple, quand ils passent au niveau du tissu adipeux, ils vont servir de vecteurs pour l'arrivée et l'entrée des acides gras dans le tissu adipeux. Vous voyez, ça, c'est la voie exogène du métabolisme des lipides. C'est exogène parce que l'origine, ce sont les graisses alimentaires. La voie endogène est un petit peu différente. La voie endogène, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je me répète ici avec un peu plus de détails, c'est le foie qui fabrique des VLDL. Okay. Et ces VLDL également vont subir, au cours de leur circulation, au cours du contact avec tous les endothéliums des vaisseaux de tous les organes, eh bien, ces VLDL vont subir l'action de la lipoprotéine lipase. Et ces VLDL vont permettre aussi, hein, comme le font d'ailleurs les kilomicrons, à des acides gras d'entrer dans le tissu adipeux et de faire des triglycérides. Et une partie de ces VLDL, qui auront été en partie hydrolysés, vont donner naissance à du LDL. Le LDL est riche en cholestérol et ce LDL va entrer dans différents tissus. Et c'est ce LDL, si le LDL est très bien reconnu par les tissus en question, eh bien une bonne partie du cholestérol va disparaître de la circulation et va entrer dans les cellules où il va avoir sa propre vie. Et si ça ne se fait pas, exemple quand il y a une mutation, un défaut du récepteur des LDL, et si ça ne se fait pas, eh bien il y aura un excès de cholestérol circulant. C'est pourquoi on appelle ce LDL le mauvais cholestérol. Alors, un petit mot, je vais passer sur ce texte, mais un petit mot parce que c'est important, sur le rôle du récepteur des LDL. Ça, ce sont des travaux qui sont formidables. Je vous ai déjà dit que les lipoprotéines de type LDL possèdent des apolipoprotéines à leur surface qui sont reconnues par des récepteurs qui sont à la surface des cellules. À la suite de cette reconnaissance, ça a été découvert, et ainsi que la régulation, par un couple de collègues américains qui ont eu le prix Nobel en 1985, c'est Michael Brown et Joseph Goldstein, à Dallas. C'est un très célèbre laboratoire pour la biochimie lipidique. Et ce qu'ils ont fait était formidable, parce que, alors je passe, on a déjà vu cette diapositive, voilà. Voilà, ce qui est important, c'est ça. Ce qui est important, vous avez ici une cellule, ici vous avez la circulation. Dans la circulation, vous avez par exemple des LDL. Au niveau des LDL, vous avez une protéine de surface qu'on appelle l'apolipoprotéine B100. Et cette apo B100, elle est reconnue par un récepteur des LDL de manière spécifique. Une fois que la lipoprotéine est reconnue par le LDL, la lipoprotéine va subir l'endocytose et va arriver dans la cellule. Il va y avoir un certain recyclage avec une partie des récepteurs qui repartent à la surface, et puis il y a une dégradation de la lipoprotéine dans les lysosomes. Mais il y a une libération du cholestérol. Et ce que fait le cholestérol, et ça a été montré par Brown et Goldstein, on ne le savait pas du tout avant eux, ce que fait ce cholestérol, eh bien, il va agir sur une petite protéine qui s'appelle SREBP2, je vais y revenir tout à l'heure, qui va inhiber le gène de synthèse du LDL. Ce qu'explique cette diapositive, c'est que la cellule qui capte les LDL et son cholestérol, elle a un moyen d'inhiber la synthèse du récepteur qui permet l'entrée de la lipoprotéine. Et vous, ça, c'était un mécanisme qui n'était pas évident. C'est ça qu'ont découvert Brown et Goldstein. Donc, vous voyez qu'il y a une régulation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a beaucoup de cholestérol, eh bien, un excès de cholestérol va inhiber la synthèse du récepteur. Ça inhibe aussi la synthèse du cholestérol lui-même, j'ai dit tout à l'heure. Mais ici, via l'intervention du récepteur périphérique, eh bien, c'est une inhibition de la synthèse du récepteur. Donc, la cellule devient moins capable de capter du LDL. Parce qu'il en a beaucoup déjà. Hein. Vous voyez? Alors, je saute ce texte que vous avez dans les documents. Voilà. Le schéma, ça correspond à
un détail de ce qui était sur la partie droite de la diapositive tout à l'heure, avant la précédente. Vous savez, quand il y a une carence en cholestérol dans beaucoup de cellules, eh bien, la carence en cholestérol va agir sur ce système et il va y avoir libération. Quand il y a carence en cholestérol, ici c'est coupé au niveau du réticulum endoplasmique. Et ce petit élément, qu'on appelle, ce petit élément va être libéré et ce petit élément va agir sur un élément de réponse au stérol du gène. Ici, vous avez un gène du récepteur du cholestérol. Il y a la même chose pour le gène d'enzymes tels que l'HMG-CoA réductase. Vous voyez ? Et ce que vont faire ce petit facteur, il va activer la transcription. Et si vous activez la transcription de ce gène, vous allez augmenter la synthèse de protéines récepteurs du cholestérol. Vous allez également augmenter la synthèse du cholestérol. Ça, c'est une situation où il y a carence en cholestérol. Quand il n'y a pas de carence en cholestérol, c'est le contraire. Quand c'est le contraire, eh bien, vous voyez que dans ce cas-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, à ce moment-là, il n'y aura pas hydrolyse ici, il n'y aura pas l'arrivée de cette petite protéine ici, et il n'y aura pas activation de la transcription. Et donc, il y aura plutôt un arrêt de la synthèse, 1 du cholestérol, 2 du récepteur du cholestérol. Vous voyez qu'il y a une régulation extrêmement fine. Il ne faut pas dire trop de choses, mais on a un peu l'impression que la nature a prévu que la synthèse du cholestérol et la captation du cholestérol par les cellules, ça va être régulé extrêmement finement, parce qu'il ne faut sans doute pas trop de cholestérol. Ça nous dit un petit peu en quelque sorte que peut-être un excès de cholestérol, c'est dangereux. On pourrait comprendre les choses comme ça, si on explique ça de façon, une histoire qu'on raconte aux enfants. Voyez ? En vérité, l'histoire n'est pas exactement celle-là, mais ça ressemble un petit peu à ça. Voyez ? Donc retenez qu'il y a une régulation extrêmement fine, prévue par la nature, prévue par un système de régulation de la transcription, et là, il y a des ciseaux qui interviennent, il y a une protéase qui va couper ou pas couper, selon que selon que le taux de cholestérol est élevé ou n'est pas élevé. Voyez ? C'est très sophistiqué et ça méritait vraiment un prix Nobel pour Brown et Goldstein. Ça, c'est la même chose. Il y a un peu plus de détails. Voilà. Et je termine avec ça. La voie inverse du cholestérol, en fait, elle était présentée tout à l'heure. La voie inverse du cholestérol, il s'agit simplement du fait que quand vous avez du cholestérol circulant associé à des lipoprotéines qui n'est pas utilisé par certains tissus, eh bien, en quelque sorte, cet excès de cholestérol, il va être surtout transporté par les HDL. Et les HDL vont faire entrer cet excès de cholestérol dans le foie. Et dans le foie, eh bien, cet excès de cholestérol va être oxydé et va être dégradé. Et à nouveau, les HDL participent à la régulation. Les HDL, il faut les voir comme c'est pourquoi on les appelle le bon cholestérol. On dit aussi que ce sont des éboueurs. Les HDL sont des lipoprotéines qui ont de faire revenir l'excès de cholestérol au foie où il est dégradé. Dans ce cas-là, ça abaisse la cholestérolémie qui, elle, peut être dangereuse si elle est trop importante. Ça va toujours dans le sens qu'il faut bien contrôler le taux de... La nature a prévu ça. La nature a prévu ça puisqu'elle a un système de régulation, d'inhibition de la synthèse du cholestérol, d'inhibition de la synthèse du récepteur du cholestérol, et elle a prévu un système d'activation de l'estérification du cholestérol pour neutraliser le cholestérol. Vous voyez ? Plus les HDL qui permettent de faire revenir le cholestérol au foie de façon à ce qu'il ne soit pas en excès dans la circulation où il serait dangereux. Voilà, les choses sont comme ça. Vous voyez ? Je vais m'arrêter là. Ce que je crois que j'ai... Excusez-moi, je ne sais plus ce que j'ai... Voilà, j'ai terminé. Ce que je voulais revenir tout à l'heure sur l'histoire du cholestérol. Vous savez que pour l'histoire des statines, il y a un débat effectivement sur... Les statines ont un effet hypercholestérolémiant qui est absolument certain. Il y a des effets bénéfiques chez grand nombre de patients, je crois que c'est absolument certain. Malheureusement, il y a des gens chez qui les effets bénéfiques sont faits peut-être et les effets peuvent être négatifs. C'est le problème de tous les médicaments. Okay ? Mais pour l'instant, l'évaluation, personne ne dit qu'il faut arrêter de donner des statines. Certains, les gens qui sont toujours contre les médicaments disent qu'il faut arrêter de donner des statines. Vous verrez dans votre pratique médicale, vous serez face à cette question. Vous aurez éventuellement des patients qui diront « Docteur, soignez-moi, mais je ne veux pas de médicaments. » Surtout, je ne veux pas un médicament qui marche parce qu'il est dangereux. Vous aurez ce genre
de débat intéressant, ça va venir. Et l'histoire du cholestérol, c'est actuellement le débat, parce que récemment, il y a eu une émission sur Arte, je crois, la semaine dernière, qui était un truc absolument sidérant. Absolument, j'ai trouvé cette émission, personnellement, je parle personnellement, absolument scandaleuse, parce que vous avez des gens, y compris certains médecins, soi-disant cardiologues, etc., qui expliquent qu'en gros, le cholestérol est dangereux en lui-même, et que... pardon, excusez-moi, c'est le contraire. Le cholestérol est naturel. S'il est naturel, il n'est pas dangereux. Vous voyez, alors on retombe un peu dans les débats, vous savez, écologie, OGM, etc., etc. C'est une espèce de confusion mentale qui a chez beaucoup de gens actuellement. Et le cholestérol est naturel, donc il n'est pas dangereux. Et donc vouloir réduire le cholestérol chez des patients qui ont des hypercholestérolémies, ça n'a aucun sens. Il y a des gens, il y a des médecins même qui disent ça. Hein. Bon, vous verrez, vous vous débrouillerez plus tard, mais je pense que c'est gravissime de dire ça. Et je pense qu'il y a nombre de situations pathologiques qui démontrent depuis très longtemps que des infarctus du myocarde sont associés à des hypercholestérolémies. Bien sûr, ce n'est pas la seule cause. Ce n'est pas la seule cause de l'infarctus. Il y a bien d'autres causes qui sont des problèmes de comportement, le tabac, etc. etc. Okay, je voulais vous dire. N'oubliez pas, je pense, dans votre attitude, de rester des scientifiques. La médecine est une science, je pense. Et il faut travailler avec des arguments scientifiques. Voilà, je vous remercie. Pour moi, je voulais vous dire, c'est a priori le dernier cours que je fais. Voilà, je partirai à la retraite dans quelques mois, obligé. Voilà. Donc, je ne ferai plus ces cours. Voilà. Mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous rencontrer. Au revoir.